Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un des aspects les plus mystérieux de la physique quantique, qui en est d'ailleurs devenu quelque part l'emblème au travers d'une expérience de pensée établie par l'un des pères fondateurs de cette théorie, à savoir le paradoxe dit du chat de Schrödinger. Erwin Schrödinger, c'est un physicien autrichien du début du XXe siècle qui fait donc partie de la petite clique d'Européens ayant mis au jour la théorie quantique. Sa principale contribution à lui, elle n'est pas des moindres, puisque c'est lui qui a réussi à mettre en équation l'évolution d'un système quantique. Et vous savez que les physiciens ne jurent que par des équations, parce que l'équation, c'est ce qui permet de prédire, de connaître l'évolution d'un système en fonction des paramètres qu'il caractérise. Le système dont il est question ici, principalement, c'est l'atome, parce que la physique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit, des particules élémentaires qui constituent la matière. Et le paradoxe du chat de Schrödinger, il est là pour illustrer un problème qui s'est introduit au travers de cette équation dans le formalisme quantique, qu'on appelle le problème de la mesure. Bon, je ne vais bien sûr pas entrer dans les détails du formalisme qui engendre ce problème. J'invite toutefois ceux qui le souhaitent à aller visionner la vidéo que j'ai faite sur ce sujet sur ma propre chaîne YouTube. Mais ce problème de la mesure tient dans le fait que le formalisme quantique, il s'en remet à deux postulats d'évolution différents selon qu'une mesure est faite ou non sur un système. C'est-à-dire que le fait d'observer un système quantique, de le mesurer, aurait une influence sur sa réalité qui ne serait donc pas la même suivant qu'il ait été observé ou non. L'état d'un système en mécanique quantique, il est décrit par ce qu'on appelle une fonction d'onde. C'est elle que l'équation de Schrödinger permet de déterminer, justement. En fait, cette fonction d'onde n'est finalement qu'un objet mathématique qui donne les probabilités, à chaque instant, de mesurer le système dans tel ou tel état. Par exemple, s'il s'agit d'un électron autour de son noyau, la fonction d'onde donnera les probabilités de trouver l'électron dans telle ou telle région de l'espace autour du noyau. Il y aura des endroits où il y aura une forte probabilité de présence, et puis d'autres où elle sera quasi nulle. Et donc l'état d'un système en mécanique quantique, cette fameuse fonction d'onde, représente donc plus, comme en mécanique classique, la valeur des propriétés physiques qui sont attachées au système, mais plutôt la propension que le système aura à fournir un résultat donné lors de la mesure d'une de ses grandeurs. Parce qu'en mécanique classique, l'état d'un système, c'est le recueil des valeurs des propriétés physiques possédées par le système à un instant donné. Un système a des propriétés physiques, alors qui dépendent bien sûr de la nature du système. Par exemple, pour une boule de billard, ça peut être sa position et sa vitesse. Pour un gaz, sa température, sa pression, son volume, etc. Chacune de ces propriétés a donc des valeurs. Eh bien, l'état du système est tout simplement la liste des valeurs possédées à un instant précis par les propriétés du système. C'est ça l'état d'un système en mécanique classique. Eh bien, ce n'est plus le cas en mécanique quantique, où l'état du système est donc, je vous ai dit, décrit par sa fonction d'onde, et qui est quelque part la superposition de tous les états possibles que le système peut prendre, chacun étant affecté d'une certaine probabilité d'être mesuré. On peut donc plus représenter un système quantique comme un objet ayant à tout moment des propriétés définies, telles que donc, la position, la vitesse, l'énergie, etc. Ce qui est pour le moins déroutant si on veut considérer que l'objet existe en soi. Non, il faut attendre de mesurer ses propriétés pour qu'elles soient définies. C'est ce qu'on appelle l'indéterminisme quantique, ou le principe de superposition, qui nous fait dire des objets quantiques qui sont partout à la fois. Bon, même si en réalité, c'est un petit peu plus subtil que ça. On en parlera par exemple autour de la dualité onde-corpuscule et la fameuse expérience des fentes de Young. Et donc, l'absurdité apparente de ce principe de superposition, de cet indéterminisme quantique, a été illustrée par Erwin Schrödinger en décrivant cette expérience de pensée, mettant en jeu son chat enfermé dans une boîte avec un poison volatile dont le mécanisme de libération est soumis à un processus quantique. Typiquement, c'est un atome radioactif dont la désintégration libère le poison dans la boîte.
Ceci étant quantique, l'atome est donc dans l'état superposé non désintégré et désintégré, tant que la mesure de cet état n'a pas été réalisée. Ce qui, le cas échéant, conduit à ce qu'on appelle la réduction de la fonction d'onde sur l'un de ces deux états, qui détermine alors le fait que l'atome est ou n'est pas désintégré, et donc le chat respectivement mort ou vif. Mais tant que l'observation n'a pas été faite, tant qu'on n'a pas regardé dans la boîte, eh bien l'atome et donc le chat sont dans cet état de superposition, ce qui pour le chat signifie être mort et vivant à la fois. Alors, ce paradoxe, il est à l'origine d'une multitude d'interprétations du formalisme proposé par la mécanique quantique, dans lesquelles chaque système de croyance trouve sa justification. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun n'emporte l'adhésion de tous. Entre ceux qui s'accrochent au matérialisme et au déterminisme et qui disent qu'il existe physiquement un univers matériel pour chaque possibilité offerte par la superposition quantique, il y aurait donc un univers dans lequel le chat est mort et un autre dans lequel il est vivant. C'est ce qui a largement inspiré la science-fiction en termes d'univers parallèles. Sauf que, contrairement à ce que les scénarios de SF décrivent, ces univers ne peuvent pas avoir de connexion les uns avec les autres. Et puis surtout, le nombre d'univers ainsi générés est juste complètement délirant. Créer deux univers tout entiers pour la vie ou la mort d'un chat, bonjour les économies d'énergie. Ou bien alors ceux qui considèrent que c'est la conscience qui agit pour réduire les états de superposition quantique à une seule réalité. Ce qui a le mérite quand même là de clarifier ce qu'est le fait de faire une mesure, ce qui est la question centrale finalement du fameux problème de la mesure. Et ce serait donc, pour les idéalistes, l'intervention de la conscience qui n'obéit pas aux lois physiques. Et cette explication, elle n'est pas entièrement satisfaisante non plus parce qu'elle pose un petit souci avec l'énergie ou le temps. Parce qu'effectivement, on doit envisager soit la disparition instantanée et sans libération d'énergie de toutes les solutions qui ne sont pas retenues par la conscience, soit l'émission d'un signal qui remonterait le cours du temps et fixerait dans le passé le choix issu de la réduction de la superposition quantique par la conscience au moment où elle intervient. Alors peut-être que c'est la solution qui combine les deux approches qui est la plus intéressante, à savoir qu'il y a bien un multivers de possibilités qui s'ouvre au travers de la déterminisme quantique, mais que ce multivers nous appartient et non pas nous duplique dans des univers multiples. La conscience agirait alors comme un filtre et nous amène à ne percevoir qu'une partie de la réalité globale qui reste superposée. Et cette partie donc correspond à la vision macroscopique que nous avons du monde. Ainsi, la conscience aurait donc des filtres qui ne nous permettent pas de voir l'état superposé du monde, qui fait donc partie des choses qui, perceptuellement, nous échappent, en ne nous accrochant qu'à une seule des branches du multivers, les autres n'existant qu'en termes de potentialité. Et nous naviguerions donc ainsi de branche en branche selon ce à quoi notre conscience nous accroche. Ainsi, la conscience pourrait être vue comme un engin de navigation dans le multivers quantique, ce qui aurait des conséquences tout à fait majeures, pour ne pas dire révolutionnaires, car ceci voudrait dire que la réalité du monde dans laquelle chacun de nous évolue est le produit de nos états de conscience, lui ayant fait prendre cette forme plutôt qu'une autre. Notre monde physique serait alors une co-création de toutes les consciences le peuplant et y interagissant. Ça nous renverrait à notre responsabilité collective, mais d'abord individuelle, de la nature du monde telle qu'il nous apparaît. Alors, vous entendrez peut-être aussi beaucoup de scientifiques, pour lever le paradoxe du chat mort et vif à la fois, jurer par le phénomène dit de décohérence, sur lequel je ne rentrerai absolument pas dans le détail. Ah oui, mais sauf que la décohérence, si elle explique effectivement pourquoi nous n'observons pas de superposition d'états macroscopiques, elle ne dit absolument rien sur ce qui détermine le choix d'observer telle ou telle possibilité. Qu'est-ce qui fait que le chat est observé mort ou vivant? D'où vient cette information? Personne ne le sait. Et c'est très probablement d'une réalité sous-jacente à l'espace-temps, d'un niveau de réalité plus profond. C'est finalement ça l'enseignement à tirer de ce paradoxe du chat de Schrödinger, c'est que ce qui détermine la réalité du monde physique que nous percevons provient d'informations qui ne résident pas dans le monde physique lui-même, mais dans d'autres couches de la réalité, indépendantes de l'espace et du temps, immatérielles. On en reparlera au sujet de l'intrication en particulier. À bientôt.